Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. On est très heureux de vous accueillir, en tout cas pour cette émission qui est une émission un peu particulière pour Philippe David et moi, puisqu'on va évoquer le plus grand procès de pédocriminalité en France. Et on se pose la question, comment un chirurgien anesthésiste pédophile condamné pour détention d'images pédopornographiques en 2005, comment a-t-il pu continuer à sévir sur des petites victimes endormies pendant des années? Le procès de Joël Le Squarnec entre dans la ligne droite à Vannes, verdict attendu dans une semaine, le 28 mai prochain. Mais l'enjeu, c'est aussi pour les victimes, c'est qu'un tel scénario ne soit plus possible à l'avenir. Céline Mahutot plaide pour toute une série de mesures après ce procès. Elle est avec nous ce soir. Elle appelle notamment de ses voeux un débat collectif au-delà de ce procès devant la cour criminelle du Morbihan. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Maître Lise Borne, bonjour. Vous êtes son avocate. Bonsoir. Vous allez, on va en parler, mais justement de cette plaidoirie du vendredi 23 à l'audience. Et puis Martine Brousse est avec nous, présidente et cofondatrice de l'association La Voix de l'Enfant. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. On le rappelle, même si la presse entière en parle et depuis des années dans cette affaire, les 299 victimes ont appris la vérité, car le chirurgien anesthésiste consignait toutes ses sévices dans un fameux carnet, nom de la victime, âge et adresse. Alors forcément, je vais me tourner vers vous, Céline Mahutot. Vous avez découvert par les gendarmes que vous aviez été abusé et vous avez dit cette phrase: je suis traumatisée alors que je me souviens de rien. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. En fait, quand le gendarme m'a donc annoncé avec tact ce qui m'était arrivé, c'est vrai que j'ai eu une minute en fait où l'espace-temps s'est complètement arrêté. Je me suis déconnecté, le cerveau s'est complètement déconnecté. Et on comprend. Et une fois que les connexions se sont remises, là ça a été la foire aux questions. Comment je peux lancer une procédure judiciaire, comment je peux l'attaquer, comment je peux faire tout ça, quoi. Donc ça a été là, le mode guerrière est arrivé et on y va et on fonce. Je pense immédiatement, à vos parents, à votre maman, puisque vous êtes une enfant à cette époque-là, vous avez 7 ans, et de dire est-ce que c'est terrible pour vos parents de dire on l'a envoyé dans la gueule du lion en fait, c'est terrible. En fait, ils le savaient pas, puis on avait une situation. J'imagine qu'ils le savaient pas. Voilà, on avait une situation familiale assez particulière à cette époque-là, c'est que mon papa avait eu un accident de moto, il était hospitalisé à l'hôpital du Mans. En fait, ma maman, elle travaillait à Châtillon-sur-Indre, donc elle partait sur le Mans. Il y avait entre 2h et demie de route pour apporter des vêtements à mon père. Ensuite, elle repassait par Loches, pareil pour me rapporter des vêtements propres et tout ça. Et ensuite, elle rentrait à la maison pour s'occuper de mon petit frère qui avait 2 ans à l'époque. Donc, elle avait pas le temps en fait. Elle avait pas le temps. Et évidemment, cette révélation a été terrible. Et vous ne vous souvenez de rien. Quel travail vous avez fait? Vous avez vu des psys? Comment ça s'est passé Alors oui, pour essayer d'avoir un maximum d'informations, pour justement réveiller cette mémoire qui est complètement éteinte. J'ai vu des psys, j'ai vu un hypnotiseur aussi. Et en fait, rien n'a fonctionné. Mais quand vous dites qui est complètement éteinte, est-ce que, en tant que victime, vous avez envie de la rallumer pour comprendre, ou alors vous voulez rester justement dans cet état de sidération? Alors au départ, en fait, ma démarche était pour surtout apporter des éléments pour l'enquête, donc pour le gendarme. Et ensuite, vu que ça fonctionnait pas, franchement, je préfère laisser ma mémoire comme elle est. Maître Lise Borne, un procès comme ça, quand vous avez décidé de défendre Céline Mahutot, vous dites c'est un procès hors norme. Vous avez déjà vu des cas aussi barbares que celui qui est jugé en ce moment? Alors non, puisqu'a priori c'est d'ailleurs la première fois que nous avons affaire à un tel pédocriminel de cette envergure en fait, avec une telle carrière criminelle. Mais parfois des avocats comme vous ont des meurtres avec actes de barbarie, etc. aussi. De toutes les façons, dans l'innommable et dans l'horreur, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de compétition. Donc non, on est préparé, oui, puisque de toutes les façons, je suis pénaliste de formation, donc pas de difficulté sur ce point. Maintenant, c'est pas moi qui ai choisi de défendre Céline. Déjà, c'est Céline qui est venue vers moi et nous avons décidé ensemble effectivement de partir sur un combat en faisant de ce procès de Le Squarnec
un procès qui fasse qu'il se renouvelle jamais, en tout cas avec les caractéristiques de ce procès, avec tout ce qu'on attend en fait sur un après procès Le Squarnec. Martine Brousse, vous êtes présidente et cofondatrice de l'association La Voix de l'Enfant, et on vous en remercie parce que c'est une association très importante. J'imagine qu'un cas similaire, vous en avez vu forcément, des enfants abusés. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, en tout cas à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont parents de famille, peut-être qu'il y a des signaux faibles. Là, c'était totalement visiblement invisible chez Céline, mais comment on peut, est-ce qu'on est capable en tant que parent de déceler que quelque chose tout à coup a basculé? Alors tout d'abord, je voudrais remercier Céline d'être là sur le plateau, toutes les victimes qui témoignent aujourd'hui, et puis aussi dire aux parents qu'ils ne sont pas coupables. Ils ne pouvaient pas savoir. Céline vient de décrire un peu la situation familiale de l'époque, avec un papa à l'hôpital, un petit frère, une maman qui travaille, mais tous ces parents. Et j'entendais ce matin les grands-parents qui ont perdu leur petit-fils qui s'est suicidé. Ce grand-père qui dit « mais je l'ai mis dans la gueule du prédateur ». Et non, vous ne pouviez pas savoir. Et même aujourd'hui, cela peut se reproduire. Alors pas comme ça l'est, mais... C'est pour ça, pardon, que je lui demandais je demandais si sa maman se sentait responsable alors qu'elle n'a pas de responsabilité. Parce que c'est terrible de se dire qu'on a envoyé son enfant et après on se dit mais pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai pas vérifié, pourquoi on se sent forcément très mal vis-à-vis de ça. Et c'est important de dire et aux victimes qu'elles ne sont pas responsables des actes qu'elles ont subis, qu'elles n'ont pas à avoir peur, qu'elles n'ont pas à avoir honte. C'est celui ou celle qui a commis ces actes qui doit être poursuivi et condamné. Et puis, il faut aussi voir que aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit plus jamais ça, et plus jamais un nombre pareil, plus jamais dans la mesure du possible de tels actes. Mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, il y a encore des prédateurs. Ils sont nombreux et c'est pour ça que, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir tirer de ce procès, il va aussi falloir que l'on recherche les causes. Parce que c'est un peu comme... Ce ne sont pas des malades, ce sont des déviants sexuels. Là aussi, il faut être clair. D'ailleurs, je vous coupe, les expertises psychiatriques disent qu'il était pas du tout... Très conscient de ce qu'il faisait. Il était très conscient de ce qu'il faisait. Tout à fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'ils ne sont pas malades. Ils n'empêchent pas... Il n'empêche qu'il faut aller chercher les causes. Parce que tant qu'on ne va pas aller chercher des causes qui font que ces hommes, il l'a dit à un moment donné, j'étais là la première semaine, et à un moment il a interrogé sa sœur, où il lui a dit « mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Dites-moi ». Car je n'ai pas été agressé dans mon enfance. Il l'a dit, il l'a redit plusieurs fois. Et il faut bien savoir qu'aujourd'hui, le CRIAV, qui est ces centres qui accueillent tous ces délinquants sexuels, qui les suivent dans les prisons et autres, ont fait des études. Il n'y a que 28% des prédateurs qui ont été victimes de violences sexuelles, qui ont été victimes dans leur enfance. Donc il faut aussi qu'on se donne les moyens. Et il faut que le gouvernement mette en place les mêmes moyens qu'il met pour lutter contre le terrorisme. Ce sont des milliers d'enfants qui chaque année sont victimes. Donc nous demandons ces moyens, d'une part pour les victimes, pour l'accompagnement, la prise en charge des victimes, pour la prévention, prévenir pour les jeunes, les enfants aujourd'hui, mais aussi rechercher les causes du passage à l'acte de ces prédateurs. Allez, vous restez avec nous, on va se faire une petite pause, on va revenir dans un instant et on va décortiquer un petit peu ce procès, de ce qu'on peut dire, en tout cas de ce qu'on a compris. Bien entendu, merci en tout cas Céline d'avoir accepté cette invitation parce que c'est toujours un moment un peu difficile. Mais en tout cas, on va bien s'occuper de vous jusqu'à 20h et si vous avez des questions, n'hésitez pas, 0826 300 300, on est là avec Philippe David jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sur les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, ce soir, émission exceptionnelle sur le plus grand procès de pédocriminalité, vous le savez. En tout cas, vous en avez largement entendu parler, le Squarnec, voilà, ce procès d'assises avec l'une des victimes, en tout cas, encore merci d'être avec nous ce soir, Céline Mahutot, partie civile dans ce procès d'assises
son avocate, maître Lise Borne, merci aussi d'être avec nous, qui plaidera après-demain, et Martine Brousse, présidente et cofondatrice de l'association de la Voix de l'Enfant. Pour tous ceux qui n'ont pas forcément suivi le procès depuis le début, on sait que l'affaire commence aux alentours de 2004 où en tout cas ce chirurgien commence à avoir des problèmes avec la justice. Et d'ailleurs se pose la question de se dire, quand on retrace le parcours de cet homme, de se dire comment tout ça a été possible. Oui, alors effectivement, son parcours commence réellement au niveau judiciaire en 2004, puisqu'il il a été condamné en 2005 pour détention de clichés et de vidéos pédopornographiques. Ce qui est quand même très, très choquant, c'est qu'il a été condamné à 4 mois avec sursis et pas d'injonction de soins. Donc je crois que toute la problématique, en fait, tout commence là, en tout cas dans ce parcours judiciaire, qui fait qu'à un moment donné, il s'est dit, je vais pouvoir de toutes les façons agir en toute impunité, puisque malgré la gravité des faits qui me sont reprochés, parce qu'il faut quand même pas mettre de côté le fait de pouvoir être spectateur de clichés ou de vidéos pédopornographiques. On se dit que certes on a affaire à du virtuel, mais enfin vous avez un spectateur, et qui l'a acheté avec sa carte bleue. Oui, non, mais qui a fait de crédit, ou qui assume. Mais j'ai envie de vous dire, ou qui le télécharge gratuitement, le problème n'est même pas là. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec un spectateur et à l'autre bout vous avez des vrais enfants qui sont réellement violés. Vous avez une vraie mise en scène avec des viols, avec des agressions sexuelles, et vous avez une entreprise criminelle autour de ces enfants qui fait que si on n'avait pas ces spectateurs, la réalité et qu'effectivement, on n'aurait pas toute cette mise en scène possible. Donc c'est très grave. C'est très très grave. Mais Maître Lise Borne l'a dit, la peine est vraiment très faible. 4 mois, je suis d'accord. Ridicule. Ridicule. Mais est-ce que quelque part le fait qu'il soit chirurgien n'est pas joué pour avoir une peine un peu moins forte qu'aurait pris par exemple un plombier? Mais c'est surtout beaucoup plus grave. Le fait qu'il soit chirurgien. Oui, mais est-ce que quelque part, on se dit, le fait qu'il soit notable, voilà, si vous préférez. Bon an, mal an, il est censé participer, entre guillemets, à la société, du fait qu'il soigne des enfants. Non, mais, en fait, c'est encore plus choquant. C'est justement ce qui aurait dû alerter les juridictions et la juridiction. C'est se dire que vous avez quand même un chirurgien, en tout cas qu'on appelle chirurgien. Clairement, c'est un pédophile avec un bistouri. Vous avez un chirurgien qui ne voit pas d'ailleurs des patients, mais qui voit des proies, et qui visionne tranquillement dans son bureau, dans un hôpital ou une clinique, qui visionne ces horreurs, ces vidéos, ces clichés. Et puis ensuite, une fois qu'il les a visionnés, il retourne au bloc opératoire. Comme si il a des enfants entre les mains. Et on pense qu'il ne va rien se passer. On pense qu'il ne va pas y avoir de fantasmes derrière, qu'il ne va pas y avoir toute cette cruauté. Ce qui est fou, c'est qu'un de ses collègues psychiatres suspicieux n'a, en tout cas, voulu révéler, il n'a pas été écouté par le corps médical. Il n'a pas été écouté par le entendu. C'est-à-dire que il a dit que ça posait problème et il n'avait pas été, d'après ce qu'on sait. Oui, c'est-à-dire que les experts n'ont pas pu voir qu'effectivement il y a un de ses collègues psychiatres. C'est ça. Qui a dit qu'il y avait quand même a priori des problèmes. Non, mais alors là, ça a été l'omerta complète. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec effectivement un psychiatre qui a eu le courage de parler, d'alerter, justement parce qu'en fait, il y avait eu un souci au bloc opératoire. Monsieur Le Squarnec avait opéré un petit garçon de mémoire et il y a eu des soucis dans le cadre de cette intervention chirurgicale. Volontaire ou pas, c'est la question qu'on est en droit de se poser. Toujours est-il que nous avons eu donc un scénario on ne peut plus catastrophique. Il y a eu la veine cave qui a été transpercée. Absolument. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, le psychiatre demande des comptes en fait entre collègues, en disant bon voilà, Joël, que s'est-il passé dans le cadre de cette intervention? Et là, il lui relate l'intervention chirurgicale en faisant comme si on était dans une scène pornographique. C'est-à-dire qu'il explique que son bistouri a pénétré la veine cave, puis il explique en fait toute l'intervention chirurgicale, comme si c'était un récit pédopornographique. Alors le psychiatre s'est dit là, nous avons un réel problème. Entre-temps, il avait eu vent, bien sûr, de la condamnation de 2005 qui posait problème, et il a commencé à alerter effectivement qui de droit. Et là, on s'aperçoit que on est sur un dysfonctionnement institutionnel, médical terrible. Peut-être un peu corporatiste où on se protège entre soi, non? Mais évident. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une responsabilité de l'entourage ?
pour nous de façon tout à fait évidente. Après, j'ai envie de dire chaque chose en son temps. Et chacun prendra ses responsabilités. Céline Mahutto, vous pensez que vous avez aussi été un peu victime d'une omerta qu'il y avait par exemple à l'ordre des médecins et que entre gens bien, on ne va pas se dénoncer soi-même? Ah oui, totalement. Totalement. Là, je fais référence à l'infirmière justement qui m'a donné cette sensation lors d'un soin au bout de 15 jours d'hospitalisation pour une appendicite, ce qui est quand même déjà pas mal. Oui, c'est long. Lors d'un soin, en fait, elle a pris la décision, l'initiative de retirer mes fils de suture. Elle a insisté, elle a vraiment forcé. Et du coup, elle m'a dit je m'excuse, je vais être obligée de vous faire mal. Et elle a vraiment tiré d'un coup sec. Donc pas le choix. Et en fait, elle m'a donné la sensation que j'étais en danger, qu'il fallait absolument que je parte de cette clinique le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui fait que, Céline, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, que vous soyez sans doute la seule victime aujourd'hui à vous montrer à visage découvert? Parce que c'est pas à moi d'avoir honte, en fait. Non, pas du tout. Mais vous pourriez vous protéger. Oui, bien sûr, je pourrais me protéger, me cacher dans le fond d'une grotte. Mais non, il est hors de question. C'est très courageux, en tout cas, de votre part. C'est gentil, merci. Mais comme on disait, il faut que ça soit expliqué, exprimé. Et il faut qu'on soit entendu aussi. Faut que les gens comprennent les messages, comme la prévention sur la pédophilie. Faut faire bouger les choses également. Martine Brousse, vous êtes présidente et cofondatrice de l'association La Voix de l'Enfance. Vous êtes partie civile, enfin pas vous, votre association, lors du procès Le Squarnec. Est-ce que vous avez envie, ou est-ce que vous allez demander des comptes, notamment à l'ordre des médecins? Et peut-être les avocats aussi d'ailleurs. Notre avocat l'a redit, maître Frédéric Benoît, nous avons, nous, déjà déposé plainte depuis avril 2023 contre X. Et que nous espérons que cette plainte pourquoi va contre aboutir. X et pas contre l'ordre, pas directement? C'est d'où ma question. Parce que nous pensons qu'il y a sans doute d'autres responsabilités et qu'il va falloir que nous puissions à ce niveau-là, et au travers aussi des témoignages qui ont été apportés pendant ces 3 mois de procès, ce que nous avons entendu, que ce soit de la part des victimes, mais comme vous l'avez rappelé aussi, maître, de ces psychiatres, nous avons des éléments nouveaux qui vont permettre, si cette plainte est reçue, parce qu'il faut encore elle devrait, mais bon, allons jusqu'au bout, et il va falloir, parce qu'il y a certes l'ordre national des médecins, mais il y a l'ordre départemental des médecins, il y a les hôpitaux. Les hôpitaux, on a quand même un hôpital qui savait, comme l'a rappelé maître, qu'il y avait eu une première condamnation. Donc, et on a embauché parce qu'on avait peur, il manquait un médecin, on a laissé fermer le service. Enfin, on est devant mais il y a eu un cumul de responsabilités qui aurait pu faire qu'il n'y ait pas tant de victimes, que ça ne s'inscrive pas dans le temps. Et il faut quand même rappeler que c'est une petite fille, que c'est grâce à une petite fille que cette affaire a pu sortir. Et que, voilà, on a pu... Et maître, vous disiez, il n'a pas eu d'injonction de soins. C'est une demande que fait la Voix de l'Enfant. Aujourd'hui, l'injonction de soins, le suivi socio-médico-judiciaire, injonction de soins et tout ce qui s'ensuit, c'est à la bonne volonté de la Cour. Nous demandons que ça soit à partir du moment où il y a eu agression sexuelle, violence sexuelle sur un enfant, eh bien, que ça soit systématique. Et que si vraiment il y avait une décision que ce ne le soit pas prononcé, eh bien à ce moment-là, il faudra le motiver. Mais que ce soit, il y a une condamnation, quelle que soit la gravité de la condamnation, ça doit être prononcé. Toute personne qui se rend sur des sites pornographiques et pédopornographiques, toute personne qui, attouchement ou autre, doit faire l'objet d'injonction de soins et d'un suivi socio-médico-judiciaire. Martine Brousse, est-ce que le fait que Céline se montre à visage, enfin en tout cas qu'on puisse voir un visage, est-ce que finalement c'est pas plus impactant que finalement un procès dont on ne voit aucune victime, mais au moins là, il y a un impact. Le fait que Céline se pose justement en tête de proue, si je puis dire, elle incarne quelque chose et ça rend en tout cas ce procès vivant et au moins on sent qu'il y a quelqu'un. C'est pour ça que je l'ai remercié quand vous m'avez donné la parole, parce que il faut
Et que notre travail, nous les associations où nous n'avons pas de victimes, nous sommes avec elles, nous sommes des facilitateurs de porter aussi leurs demandes, de porter avant tout aussi de transmettre leur souffrance, parce que c'est avant tout, et en même temps de leur dire qu'il y a des choses qui ont été faites, qu'il y a des choses qui se mettent en place et que ensemble, nous irons encore plus loin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, je dis toujours, rien que pour le recueil de la parole des enfants aujourd'hui, à votre époque, il n'y avait pas, alors que vous étiez dans un hôpital, aujourd'hui, il y a plus de 100 unités d'accueil pédiatriques enfants en danger dans des hôpitaux de France où on recueille la parole de l'enfant en pluridisciplinarité. Eh bien ça, il faut qu'on demande à nos pouvoirs publics de les démultiplier et qu'on leur donne des moyens, qu'on ralentisse pas les moyens. Il y a eu une lancée, il y a eu une avancée, puis aujourd'hui on a le sentiment que voilà. Donc on a une haute commissaire à l'enfance, Madame El Haïry, que nous avons saisie sur cette question-là. Elle va prendre aussi le sujet, le bras à le corps avec Madame Vautrin, mais il faut aller plus loin et c'est avec vous que nous le ferons. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins. Dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Soyez les bienvenus avec nous ce soir, une affaire sur l'affaire Le Squarnec, bien entendu, cette affaire terrible de pédocriminalité. Céline Mahutot qui est avec nous, vice-victime et partie civile dans le procès d'assises. Son avocate, maître Lise Borne, est avec nous et Martine Brousse, présidente et cofondatrice de l'association La Voix de l'Enfant. L'important aussi, c'est de citer et de donner des numéros de téléphone qui seront de toute façon nécessaires. D'abord le 119 et puis il y a le 0806 23 10 63, c'est un numéro vert. Absolument, qui est pour la prévention de la pédophilie, parce qu'on doit prendre le mal à la racine aussi. C'est très important. C'est un numéro vert qui, en fait, évite à des hommes ou des femmes qui sentent qu'ils vont être dans le passage à l'acte, qui sont envahis par des fantasmes déviants et qui sentent qu'effectivement, ils ont besoin d'assistance pour ne pas passer à l'acte. Ils appellent ce numéro vert. Au bout du fil, il y a des professionnels qui sont parfaitement formés, que ce soit des psychiatres, des psychologues, tous les intervenants. Ils appellent en tout anonymat et surtout, très important, une fois qu'ils ont appelé, ils sont pris en charge, que ce soit un protocole psychologique ou physique s'ils le demandent. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie prise en charge. Je voudrais vous poser une question qui m'a paru surréaliste. Aujourd'hui, quand vous êtes président d'un club de sport, vous recrutez un éducateur, vous êtes obligé de lui demander qu'il n'a pas commis d'acte pédophile. On peut être chirurgien sur des enfants et on vous demande rien. Est-ce que vous le savez, Martine Brousse ou Maître? Parce que ça m'a fait réagir à ça. C'est vrai que c'est assez étonnant. Dans l'affaire de Monsieur Le Squarnec en 2005, la réalité est que le procureur de la République... en 2005, il fallait déjà donner... Il aurait dû... Jeunesse et Sport. Cette information aurait dû passer du ministère public à l'ordre des médecins. Ça, c'est une réalité. Et bien évidemment que les hôpitaux, les cliniques, la direction de ces hôpitaux et de ces cliniques, lorsqu'ils prenaient dans un cadre contractuel ou ensuite la titularisation, bien pire, la réalité, c'est qu'ils auraient dû avoir connaissance, en tout cas, dès le départ, de cette condamnation. Même lorsqu'ils l'ont su par la suite. De toutes les façons, la réalité, et ça n'a pas eu d'impact, pour des raisons budgétaires, pour des raisons, toutes les raisons que vous voulez, la direction a continué à s'assurer les services de Monsieur Le Squarnec. Céline, vous avez appelé publiquement à une castration chimique de Joël Le Squarnec. Vous pensez nécessaire pourquoi en fait? Parce que on se dit finalement on espère qu'il finira derrière les barreaux le plus longtemps possible. Forcément, pourquoi cette demande? Parce qu'en fait la castration chimique, comment dire, va pouvoir me libérer dans un sens, qui n'est plus ces fantasmes, parce que je sais que en prison il continuait à écrire, donc tous ces fantasmes, tous ces désirs, tout ce qu'il a envie de faire, qu'il ne peut plus faire physiquement au jour d'aujourd'hui. Il dessine également, et en faisant tout ça, moi je reste persuadée qu'il pense toujours à nous les victimes. Voilà.
Donc, quand j'ai fait, je vous ai parlé de l'hypnose tout à l'heure, quand j'ai fait de l'hypnose, la personne m'a demandé de retrouver la petite Céline en moi. Et c'est avéré que je l'ai jamais retrouvée, cette petite. Et pour moi, elle est prisonnière dans son cerveau. Et pour moi, il faut qu'il fasse cette démarche médicale pour qu'il puisse me libérer. Parce qu'il faut, en France, contrairement aux États-Unis, il faut qu'il y ait l'aval de la personne qui soit condamnée, alors qu'aux États-Unis, il n'y en a pas besoin. Il faut qu'il soit consentant. Ça dépend des États. Ça dépend des États. Oui, ça dépend des États américains, exactement. Mais quoi comment qu'il en ça se soit, passe de toute façon, Je concrètement, crois que c'est important, les droits de l'homme. Et moi, je pense que, alors, défenseur, parce qu'on défendra bien les droits de l'enfant et on les protégera, que si on respecte aussi les droits de l'homme. Je pense qu'il faut qu'il y ait ça existe déjà. Enfin, il faut quand même savoir que ça fait des années qu'il y a un traitement médical pour les délinquants sexuels. Les médecins et les psychiatres qui travaillent dans les prisons telles que le CRIAV et les médecins du CRIAV, et merci maître d'avoir rappelé ce numéro pour les gens des adultes qui se sentiraient, ou des plus jeunes, qui se sentiraient attirer et passer à une pulsion qui puisse s'appeler, mais il y a des traitements. La question, elle est aujourd'hui, quels sont les moyens qui sont donnés pour la prise en charge de ces personnes-là, déjà celles qui ont été poursuivies et condamnées, et puis celles qui viennent dans des services dire qu'ils ont des pulsions et qu'ils veulent être traités pour lutter contre ces pulsions. Et je crois que c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il va falloir des moyens. Et pas des moyens purement humains, des moyens financiers, et aussi bien, et avant toute chose pour les victimes, mais aussi, si on veut enrayer le fléau, pour tous ces prédateurs. Est-ce qu'il faut maître, qu'il y ait un avant et un après procès, c'est-à-dire que peut-être les procédures changent, éveiller les consciences, que les médecins qui travaillent avec, qui sont les médecins de mineurs soient beaucoup plus encadrés, est-ce que tout ça va impacter tout ce qui irrigue ce système? Oui, justement, on faisait état du fait qu'il fallait former les professionnels pour arriver à détecter beaucoup plus facilement en fait la problématique chez les enfants agressés sexuellement, violés, victimes d'inceste. Mais il est fondamental aussi justement de former ces professionnels pour pouvoir prendre en charge les délinquants sexuels, pour pouvoir prendre en charge tous ceux et celles qui ont, surtout une majorité d'hommes, mais peu importe en fait, tous ceux qui ont cette problématique, et pour pouvoir les accompagner. Je tiens simplement à rebondir parce que ça n'a pas été précisé concernant l'injonction de soins et le protocole d'inhibition sexuelle. Il faut savoir que monsieur Le Squarnec, le 7 mars dernier, lorsque Céline a été auditionnée, il a parfaitement adhéré au fait de pouvoir effectivement avoir ce protocole d'inhibition sexuelle, étant précisé qu'en France, non seulement, et heureusement d'ailleurs, il faut l'aval du concerné, mais en plus, de toute évidence, ce protocole ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une véritable démarche de la part du délinquant sexuel, et accompagné en plus d'une psychothérapie d'envergure. Donc il y a ces deux accompagnements qui peuvent véritablement éviter ou le passage à l'acte, ou la récidive dans le cas des pédocriminels. C'est fondamental. En sachant que c'est pas un traitement, en sachant que ce n'est pas un traitement, ça ne guérit pas de la pédophilie. Non, bien sûr. C'est ça quand même. C'est réversible. Comme vient de dire Maître, ça doit être accompagné, c'est la psychothérapie qui, pendant cette période où on va calmer les pulsions, c'est un peu comme un coupe-faim. On va calmer les pulsions, ça va permettre tout un travail avec un psychiatre, psychothérapeute et autres, pour dépasser tout ça. Mais il faut bien que vos téléspectateurs et auditeurs sachent que ce n'est pas un traitement. Ça ne met pas fin s'il n'y a pas ce travail. Merci Maître de bien dire qu'il faut absolument les deux. Vous posiez la question de savoir qui avait entendu parler au niveau du grand public avant ce procès, de ce fameux certificat d'honorabilité. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un outil, mais il faut que nous l'obtenions aussi pour tout professionnel qui intervient auprès des enfants, dont des médecins, qui soient pédiatres, qui soient radiologues, qui soient... À partir du moment où on est dans un espace où il y a des enfants, tout employeur doit demander et exiger le certificat d'honorabilité. Si la personne ne l'apporte pas,
eh bien, on ne le prend pas. Par contre, s'ils le prennent, eh bien, s'il se passe quoi que ce soit, ça sera de la responsabilité de l'employeur. Allez, vous restez avec nous, on fait une dernière pause et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et nous sommes très heureux en tout cas d'accueillir et de donner la parole à ceux qui souffrent bien entendu et à ceux qui travaillent pour que les choses changent. Avec Martine Brousse qui est avec nous, présidente et cofondatrice de l'association La Voix de l'Enfant, et on vous remercie encore d'être avec nous. Maître Lise Borne qui est avec nous aussi et qui est l'avocate de Céline Mahutot, qu'on est très heureux d'accueillir ici, victime et partie civile dans ce procès d'assises. Et j'ai envie de dire que forcément tout cela doit servir à quelque chose et que ça doit éveiller les consciences du public, peut-être d'être un peu plus vigilant de ce qu'on voit autour de nous, à l'école, enfin voilà, dans des endroits, et de cette ultra vigilance, d'aider les autres. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer, Martine Brousse, de se dire que faisons attention aux autres, aux petits signes faibles, peut-être d'un enfant qu'on trouve un petit peu différent de d'habitude, voilà, sans faire d'ingérence bien entendu dans la vie d'autrui. Je vous remercie de soulever ce point, parce que c'est vrai qu'à La Voix de l'Enfant et dans d'autres associations avec qui nous travaillons étroitement et qui sont parties civiles dans ce procès, parfois nous sommes un peu agacés d'entendre dire l'enfant ne parle pas. Si, l'enfant il parle, mais nous ne savons pas où l'entendre, où repérer les signaux, les clignotants, comme nous disons chez nous, sa souffrance. Et l'enfant, il dit des choses. Et la question est de savoir après. Alors, c'est vrai que dans une situation comme celle qu'a vécue, et permettez-moi de vous appeler Céline et les autres victimes, elles ne savaient pas. Donc c'est différent. Mais l'enfant qui, lui, sait qu'il est violenté tous les soirs chez lui, ou qu'il est victime au club sportif, il transmet quelque chose. Et donc, c'est à nous, les adultes, de nous arrêter. Et puis, je pense qu'il faut le dire aujourd'hui. Le doute ne profite que très rarement à l'enfant. La parole, c'est l'adulte. Et on entend trop souvent, chez des enquêteurs, dire « Oui, mais enfin, quand même, ce père, il est si bien, cet entraîneur, il est si bien. » On revient aux notables. Oui. On entend « Oh, il était tellement sympathique. » Je pense que vous l'entendez aussi. Oui. Et ça devient insupportable. Il faut que le doute profite à l'enfant, parce que l'enfant, il dit la vérité, parce qu'il dit sa souffrance, et que c'est aux adultes d'aller chercher les éléments nécessaires pour la manifestation de la vérité. Mais arrêtons de demander aux victimes d'apporter la preuve qu'elles ont été victimes. Céline Mahutot, vous êtes très courageuse, on le répète, vous êtes une des rares victimes à parler face caméra. Est-ce que vous avez, ou est-ce que vous voudriez, vous allez au procès pour parler à votre bourreau, lui dire droit dans les yeux ce qu'il vous a fait? Est-ce que c'est quelque chose, sachant que vous avez beaucoup de courage déjà de venir ici, que vous pourriez faire? Donc, à la barre, j'ai refusé de le regarder. Voilà, j'ai voulu le considérer comme il nous a considérés, c'est-à-dire des objets. Donc, c'est ce que j'espère lui avoir fait ressentir. En revanche, on en a discuté avec Maître Borne quand elle va plaider. Vendredi, ce que je souhaite faire, c'est de me lever, de me montrer présente physiquement et de le regarder, de le fixer et lui dire, voilà, je suis là, vous m'avez peut-être légèrement fait courber l'échine quand j'étais enfant, mais là, vous m'avez pas brisé, bien au contraire, je suis droite comme un i, je suis face à vous, et c'est Maître qui dira le reste... Voilà. Comment on imagine un procès? Parce que on se met toujours du côté de la victime, mais quand on porte, c'est un fardeau, c'est quand même lourd ce qu'on vous demande de faire quand vous êtes pénaliste aujourd'hui dans un tel procès comme ça. Comment on se prépare? On se prépare, on puise en fait toute l'énergie chez notre client. Ouais. Donc clairement, en fait, Céline dès le départ, parce qu'on porte Céline, mais on sort aussi les 298 autres et tous ceux qui ont été abusés à un moment donné. C'est par rapport à la question qui fait que je représente aujourd'hui Céline, bien sûr. Mais la réalité, c'est que elle m'a dès le départ expliqué ce qu'elle attendait de ce procès, ce qu'elle attendait des débats, ce qu'elle attendait de moi.
d'une certaine façon, et donc moi je porte sa parole. On se prépare en fonction de son client, de l'énergie de son client, et il s'avère que moi j'ai quand même eu beaucoup de chance, puisque je me suis retrouvée avec Céline, combative, pleine de ferveur, pleine de courage, donc elle ne peut que me donner cette énergie, donc ça a été très facile. Et le verdict, on peut espérer quoi? Parce que ça c'est important aussi. Je ne peux pas du tout me prononcer sur la peine qui va être infligée à Monsieur Le Squarnec. Je peux juste dire qu'il va être condamné nécessairement, puisqu'il a reconnu les faits. Oui. Mais pour autant, c'est pas à moi d'en décider, donc je peux pas me prononcer. Je peux juste vous dire qu'il va être condamné, ça c'est sûr. Il y a ce qu'on souhaite aussi. Ce qu'on souhaiterait, nous, ce qu'on souhaite en fait avec Céline, c'est même pas la condamnation. On sait qu'il sortira pas de détention. Non, vu son âge, il a plus de 70 ans, il va prendre au moins 20 ans. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'en fait, il a jamais été médecin, il a jamais été chirurgien, selon ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était un pédophile avec un bistouri, ce qui est bien différent. On aimerait qu'aujourd'hui, il prenne enfin sa blouse de médecin et qu'il puisse participer, justement, que ce soit le laboratoire qui nous permette effectivement de pouvoir avancer sur les protocoles, sur un certain nombre d'un après-procès, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas que le rideau se ferme et qu'il n'y ait plus rien derrière. Allez-y, Céline. Que ce soit un exemple, en fait, de tout ce processus, de tout ce protocole, que ce soit un exemple. Céline, vous mettez en avant ce qui est tout à fait courageux et normal, je le répète. Quand vous voyez des associations comme la Voix de l'Enfant, vous avez envie soit de les rejoindre, soit de rejoindre une autre association, parce que vous ne faites pas de concurrence, soit de créer la vôtre pour sensibiliser à ce type de drame. Très bonne question. Pour l'instant, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. C'est vrai que là, je suis dans mon tunnel, dans ma bulle, et je continue à avancer. Et à chaque fois qu'il y a un obstacle, j'essaie de l'exploser du mieux que je peux. Pourquoi pas dans le futur? Oui, pour l'instant, je sais pas. Vous vous projetez à combien? Est-ce que finalement vous regardez l'avenir avec un soleil au bout, ou le travail là que vous êtes en train de faire? Là, je pense que je le sentirai bien le 28 en fait, lorsque vraiment j'entendrai la sentence de la justice à son égard, et que je pourrai mettre un point final à cette histoire, tourner la page. Ouais. Comment on accompagne tous ces enfants avec vous, Martine Brousse? Est-ce que finalement, quand vous avez fait votre magnifique travail, est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'on garde une filiation, si je puis dire, avec tous ces enfants que vous avez soutenus? Alors, d'une part, nous avons la partie juridique à la Voix de l'Enfant. Il y a une partie plaidoyer et les unités d'accueil. Et c'est vrai que lorsque les enfants arrivent dans les unités d'accueil, il y a une prise en charge, un accueil, il y a un suivi. Et en ce qui concerne les procès, c'est toujours assez en silo encore. Donc l'idée, c'est véritablement de pouvoir accompagner les victimes, et surtout d'être à leur disposition. Moi, je me souviens un jour, il y a un enfant qui est passé par une unité d'accueil, et la psychologue qui était là lui a dit, écoute, on va te donner un rendez-vous pour que tu reviennes dans 10-15 jours. Et l'enfant lui a répondu, le malade, c'est pas moi, c'est lui. Donc vous voyez, c'est ça aussi qui est important. Puisque ce que je voudrais dire, vous avez demandé à Céline, à Maître Borne, ce qu'on attend de ce procès. Et j'ai été frappé par ce que vous avez dit tout à l'heure. Il ne nous reconnaît pas comme victimes. Je pense qu'un des actes que pourrait faire Monsieur Le Squarnec, c'est de nommer chaque victime à la fin du procès. Qu'il les nomme une par une pour les reconnaître comme victime. Merci en tout cas pour vos témoignages, pour tout ça quoi. Voilà, merci beaucoup Céline Mahutot, victime et partie civile dans ce procès, et on sera là bien entendu pour vous soutenir. Merci beaucoup Maître Lise Borne, vous allez plaider, et on croise les doigts pour que voilà. Oui. Et merci beaucoup Martine Brousse, présidente et la cofondatrice de l'association de la Voix de l'Enfant, et j'en profite pour remercier l'ensemble des bénévoles qui travaillent dans ces associations, qui font un travail formidable. On va changer un tout petit peu de ton. Les deux numéros. Je vais leur donner le 119, et je vous rappelle 0806 23 10 63. Si toutefois vous sentez que vous êtes en train
dérivés. Et effectivement, des médecins on va vous accompagner en tout cas pour que tout ça n'arrive plus. Merci beaucoup. Et on remercie Félix Mathieu également d'avoir préparé et programmé cette émission. On va passer à quelque chose de beaucoup plus léger. Salut Maurizio, c'est les vraies voix du foot. Bonjour à tous. Plus léger. Naples va gagner quand même le championnat italien vendredi. Donc, je veux bien vous donner dans la légèreté, mais quand même. Voilà, je vous fais un scoop. Info Sud Radio. Voilà. Et puis ce qui m'intéresse, c'est que l'Inter perde la Ligue des Champions. Voilà. Je vous le dis franchement, sur le foot italien on va en parler dans les vraies voix du foot. Est-ce que Paris va gagner la Ligue des Champions? Bien sûr. Ah mais oui, non, mais moi je suis convaincu. Et voilà, Naples va gagner le championnat. On va revenir sur les propos de Pablo Longoria. On va faire un bilan de cette Ligue 1. Voilà, on va avoir surtout Patrick Colletter, ancien champion d'Europe du Paris Saint-Germain. Voilà, avec nous pendant un long moment dans notre émission qui va suivre 20h, 21h, les vraies voix du foot. Et je vais même vous donner le score. Allez-y. Pour le PSG. Combien? Ils vont gagner 2-1. 2-1. Regardez-moi bien. Ça, c'est enregistré. 2-1. Alors, c'est enregistré. Et je vous signale qu'au dernier match, j'avais raison. Oui. Et bravo, parce que nous, avec Éric Blondel et Pierre Grégoire, mes deux acolytes, sans L, on est nuls. On fait des promos. Je me suis fait chambrer quand le PSG a battu Arsenal 2-1 parce que j'avais dit 3-1, mais j'ai dit que si Vitinha avait mis son penalty, j'avais raison. Allez les amis, on ne fait pas une conférence parce qu'on a quand même des gens qui nous attendent derrière. Merci en tout cas à l'ensemble de nos invités. Merci beaucoup de votre fidélité à Sud Radio et on se retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Merci Marie, merci Aude, merci Justine, merci Félix Mathieu et merci à l'ensemble de notre équipe et on se retrouve demain à 17h. Passez une très belle soirée. Salut.